Riviera. Cette journée autour des sentiers du savoir va commencer par cette conférence, donc avec l'honneur d'avoir M. Zurcher ici présent. C'est un grand honneur pour nous. Nous sommes ravis d'avoir pu organiser cette journée. Il y aura un apéritif au sortir de la conférence. Là, je tiens à remercier aussi la commune de Vevey qui nous a offert aimablement l'apéritif. Après, on fera un petit pique-nique pour ceux qui ont prévu de partager un moment de repas avec nous. Donc j'espère que vous avez de beaux pique-niques avec vous. Et puis après, à 14h, nous partirons sur 5 ateliers. Donc vous êtes en principe inscrits sur des ateliers. Donc ça nous conduira jusqu'à la fin de l'après-midi dans la ville de Vevey autour de au-delà pour ces ateliers. Père Marie Viera, c'est une association qui compte une 80 de membres. On est 3 au comité. Si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir, surtout au comité. On a besoin de force. On fait un peu tout. Voilà, on fait des conférences, on a des jardins, on organise aussi donc des conférences dans les jardins, on a les composts collectifs. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Atelier permaculture, évidemment. Voilà. On a créé notamment Epicop, pour ceux qui connaissent, l'épicerie coopérative qui est au Marronnier. Donc si vous voulez là aussi rejoindre l'épicerie coopérative, on a 150 coopérateurs, on aimerait monter à 200, alors n'hésitez pas à venir. Voilà, et puis je crois que je vais céder la parole à Marianne, qui va d'abord Marianne, et puis après ça va s'enchaîner. Je vous souhaite une très agréable journée, et merci d'être venu. Merci. Oui, c'est le principe des sentiers du savoir. Marianne n'est pas toute seule. Donc, merci infiniment d'être là. À tous ceux qui ont permis que cette journée puisse être particulièrement ernst. Et grâce à vous, nous tous, nous allons pouvoir vivre ces moments de partage qui sont nés d'une amitié. Laurent est le premier à avoir rencontré Ernst Zurcher sur un quai de gare, qui a donné naissance à une très belle collaboration et une très belle organisation. Et grâce à cela, j'ai eu la chance de rencontrer Ernst, parce qu'il a organisé une journée avec l'ARB, l'Association romande de biodynamie. Vous êtes aussi bienvenue, bien sûr. Laurent pourra vous en dire plus. Et il est né une envie, dans ce compagnonnage d'amitié, de joindre aussi d'autres amis. Il y en a beaucoup qui sont invisibles, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, de manière à ne pas seulement être en lien avec Vienne, où sont partis ces sentiers du savoir, sur l'impulsion bien sûr et l'idée de Ernst Zurcher, qui vous en dira beaucoup plus tout à l'heure, mais de créer en quelque sorte un stolon, une branche ici, pour qu'on puisse partir le plus possible à pied et continuer ce voyage comme des fraises qui vont pouvoir donner des fruits, et qu'à travers nos relations ensemble, nous puissions créer ces fameux sentiers du savoir, mais à travers une humanité. Il n'est pas question que de connaissances cérébrales, bien à travers les pieds, dans la marche, et du cœur. Et merci, parce que pour l'instant, mes deux amis qui sont silencieux, mais comme on disait tout à l'heure, la parole est d'argent, le silence est d'or. Si vous voulez rajouter un peu d'argent, bienvenue. Bonjour. Ouais, c'est de ma faute si vous êtes là, peut-être. Voilà. Non, j'ai fait connaissance avec Ernst d'abord en lisant son livre, Les arbres entre visible et invisible. Et ça m'a fait beaucoup rêver. Et puis après, on s'est retrouvés assez souvent sur des quais de gare, avec des taux de probabilité assez infimes. Et puis chaque fois, on se retrouvait sur un quai de bus aussi. Bref. Donc je me suis dit que c'était un bon moment, enfin des bons signes pour continuer ensemble. Et je pense que les Sentiers des Savoirs, c'est un rêve d'Ernst. Et puis je suis super ravi de pouvoir participer à ce rêve.
j'espère qu'on vous embarque au passage. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas ajouter grand-chose parce que je pense que tout a été dit. Peut-être juste un point de vue purement pratique, mais on vous le redira peut-être, c'est qu'il y a des feuilles ici sur la table à sortie. Vous pouvez laisser votre nom si vous êtes intéressé à participer au Sentier des Savoirs, soit en tant que sympathisant, soit en tant que passeur de savoir, soit en tant qu'apprenant. Parce que c'est ces trois éléments qui font que les Sentiers des Savoirs peuvent exister. Et de voir si on peut effectivement faire émerger et grandir ces stolons dont parlait Marianne dans la région. Voilà. Et n'hésitez pas à nous signaler aussi des idées de passeurs de savoir, même d'apprenants, même si c'est pour vous-même, on prend note. Tout ce qu'on peut collecter, ça fera avancer le projet. On va passer la parole à elle. J'ai juste une question logistique. Je souhaiterais faire des photos. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne souhaiteraient pas figurer sur les photos? Alors, je vais faire une photo de groupe et tu te baisses, s'il te plaît. Qu'on montre qu'il y avait du monde, quand même. Merci. Bonjour à tous, merci pour cette très sympathique introduction. Je crois qu'on a tous reçu l'eau à la bouche pour savoir plus précisément ce que sont ces sentiers des savoirs, ces mystérieux sentiers des savoirs. Qu'est-ce qu'on va découvrir, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver comme surprise. On a juste maintenant quelques éléments à l'esprit. Ce que j'aimerais, ce serait dans cette présentation, dans cet échange, vous proposer quelques réflexions dans le sens de la genèse de ce projet. Ce n'est pas un projet qui est arrivé tout seul comme ça, de manière en bloc. Mais ça s'est construit au fur et à mesure de rencontres, surtout de rencontres forestières, d'avoir marché dans les forêts, d'avoir peu à peu compris comment fonctionnent les forêts, comment fonctionnent les arbres. Et finalement, ça nous ouvre aussi des compréhensions du monde, du vivant et de la société humaine, associées à une biographie, à ce qu'on a vécu soi-même. On se rend compte qu'il y a quand même des choses très très intéressantes, très concrètes à faire face à ce monde qui nous semble un peu en déshérence, en perte d'orientation, carrément en train de vivre dangereusement, alors qu'il y a des choses fabuleuses à faire, toutes simples et très efficaces. Voilà. Alors les enseignements des arbres et de la forêt vont finalement amener à cette idée de ce réseau des sentiers des savoirs, ce réseau de la transition écologique, la transition sociale aussi, c'est pas seulement écologique. Et finalement, un tout petit peu après, peut-être pas mal après, la transition énergétique. Mais il s'agit surtout d'avoir un nouveau rapport au vivant, à la nature, à la terre. Et l'énergie, finalement, elle vient de ce nouveau rapport. Il ne faut pas inverser les choses et mettre la charrue avant le bœuf, parce que ça fait des dégâts. Voilà. Alors, les enseignements de la forêt et des arbres vont déboucher dans la présentation des sentiers des savoirs. Moi, je vais juste esquisser en fait très globalement. Et ensuite, c'est Amélie qui va développer la mise en place de ce réseau. Alors, les arbres et les forêts sont là depuis très longtemps, sont le cadre de vie auquel on est habitué depuis bien plus longtemps que ce qu'on imagine. Le phénomène de la psychologie des profondeurs, développé, inventé par
grand psychologue, le grand psychologue Carl Gustav Jung, il a développé le concept de l'inconscient collectif. En plus des archétypes, en plus des synchronicités, c'est une psychologie des profondeurs tout à fait passionnante, avec des clés de compréhension extrêmement utiles. Et dans cet inconscient collectif, il y a la notion d'inconscient et la notion de collectif. C'est qu'ensemble, beaucoup plus que tout seul, on a finalement accès à la mémoire de toutes les générations humaines qui nous ont précédés. Nous portons tous en nous tout ce que les générations humaines précédentes ont vécu. Et ça signifie 500 000 ans, éventuellement 1 million d'années d'Homo sapiens, mais finalement ça va beaucoup plus loin. Donc lorsqu'on parle de forêt d'arbres, on parle d'êtres extrêmement proches, extrêmement connus, beaucoup plus connus de nous-mêmes que ce qu'on imagine. On n'est pas en train de découvrir les arbres dans ces 20, 30, 40, 50 ans qu'on est en train de vivre pour la première fois. C'est de la reconnaissance des arbres et des forêts. Et reconnaître les arbres et les forêts, c'est développer de la reconnaissance face à ce qu'ils nous offrent. Et ce qu'ils nous ont offert, c'est grâce à eux qu'on est ici. L'homme n'est pas sorti du néant. C'est toute une gamme de conditions d'apparence, d'apparition d'émergence sur les conditions de vie sur Terre. Et ces conditions de vie sur Terre sont extrêmement liées aux arbres. C'est pour ça que l'arbre cosmique est au centre de toutes les cultures. On a en nous un arbre structurant. On peut même imaginer qu'il est à l'envers. Il a des racines au ciel et la couronne dans le sol. Voilà, alors tout ça posé, ça nous explique pourquoi le recours aux arbres, les anciennements des arbres, sont beaucoup plus puissants que ce qu'on imagine. Alors le monde actuel, bien sûr, il nous secoue un peu. On essaie de raconter des histoires aux jeunes en leur disant c'est le réchauffement climatique, il faut tendre vers le zéro carbone, il faut arrêter d'émettre des énergies fossiles pour les transports, pour l'habitat, pour l'industrie, pour les transports, etc. Mais on oublie en fait l'un des facteurs de réchauffement climatique. Ce n'est pas simplement d'avoir ajouté du CO2 dans l'atmosphère avec effet de serre. Il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère sans la situation dramatique d'aujourd'hui. Ça, il faut le savoir aussi. Mais il n'y a jamais eu une période comme aujourd'hui où on a autant dévasté la surface de la Terre. Le visage de la Terre a été complètement défiguré parce qu'on lui a enlevé les forêts. Toute l'Europe était couverte de forêts. On a pris cette fertilité forestière pour les cultures, pour les pâturages, progressivement depuis le néolithique, c'est beaucoup plus ancien que ce qu'on croit. Pensons aux Grecs, par exemple, qui parlent déjà de la disparition de la forêt antique sur les îles grecques. Elles étaient vertes avec le bleu derrière à l'origine, la fertilité et la beauté. Aujourd'hui, c'est blanc et bleu, on le dit, on a l'éco-amnésie. C'est blanc parce que c'est plus que la roche, c'est plus que la carcasse géologique qui est venue à fleur de peau. L'Europe était entièrement couverte de forêts. On a utilisé ces forêts pour cultiver, pour s'étendre, pour utiliser l'énergie. Tout le déboisement, c'était aussi pour le bois, pour le charbon de bois, pour la métallurgie, pour le sel, pour le sucre de lait même en Suisse. Eh bien, tout a été dévasté. Et qu'est devenu tout ce carbone? Aujourd'hui, surtout depuis les engrais de synthèse, on ne met plus de matière organique dans les sols. Tout ce carbone du sol forestier est parti dans l'atmosphère. C'est un facteur énorme, non pas de CO2 d'origine fossile, mais du CO2 d'origine organique, à cause de la transformation de la surface terrestre de la main de l'homme. Voilà, ça c'est un premier constat. C'est ce cercle rouge représenté sous le soleil, qui est représenté comme étant le grand méchant. Mais le soleil ne nous veut que du bien, il suffit d'accueillir ces énergies et de comprendre comment la nature accueille ces énergies pour en faire quelque chose de vraiment favorable. Donc, ce cercle rouge, c'est en fait la grande inconnue, la grande ignorée de tout le phénomène. Le visage de la Terre a été changé, mais on ne voit pas ça. On a cette éco-amnésie, on croit que la Terre a toujours été ainsi. Alors qu'on voit simplement la quantité de fossiles émis dans l'atmosphère. Et tout ça, naturellement, ça
c'est extrêmement inquiétant pour la jeunesse en particulier. Les anciens aussi sont en train de s'alarmer. Vous avez les grands-parents pour le climat qui s'associent aux jeunes, qui sont aussi dans des démonstrations, qui se mobilisent. Et ce qu'on aimerait faire comprendre par des vraies actions, c'est que le monde qui se montre, le monde de la publicité, le monde de la macroéconomie, celui qui se fait la guerre parce qu'on veut se voler des ressources, etc., ce monde-là n'est qu'un monde des apparences, n'est qu'un monde, c'est finalement que de l'écume sur une vague beaucoup plus importante. Il y a un vrai monde qui est en train de se préparer, c'est ce monde de la transition qui a déjà lieu depuis très longtemps en fait, et parfois aussi qui a lieu depuis relativement peu de temps. C'est des cultivateurs et des éleveurs qui ont toujours respecté leurs animaux, toujours respecté la terre, qui ont eu des manières de cultiver la terre qui n'étaient pas dégradantes mais aggradantes, et sont venus se joindre à eux des néo-ruraux dans les années 60 et ensuite toujours plus. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas facile de rentrer de nouveau dans un nouveau rapport à la terre, ça s'apprend, c'est un alphabet qu'il faut développer. Et là, ces néo-ruraux, souvent, se sont cassés la figure, ce qui fait dire au monde des apparences, vous voyez, ça ne marche pas, alors qu'il y en a beaucoup qui ont tenu le coup et qui sont économiquement viables aujourd'hui, malgré que ce soit difficile. Donc c'est ce monde-là qu'on nous a montré, ce monde en émergence qui a tenu le coup, qui, malgré les turbulences, est là à nous attendre, qui a besoin de main-d'œuvre, qui a besoin d'être reconnu et qui est prêt à transmettre les savoirs qui lui a permis d'être ici jusqu'ici. Et ce n'est pas seulement des questions d'élevage, c'est aussi des questions de culture naturelle, de maraîchage, mais aussi de l'apiculture, toutes ces activités qui correspondent à nos besoins primaires. On a besoin de choses très simples en fait. La dernière génération, est-ce qu'on a besoin de la 5G après la 4G, alors que la 4 était déjà un problème imposé. Tout ça, c'est finalement relativement accessoire. Les besoins fondamentaux, c'est se nourrir, boire de l'eau pure, respirer de l'air correct, de l'air pur. C'est ça les besoins, se vêtir et habiter, et surtout être dans des bons états de relation avec nos communautés humaines. Et ces besoins fondamentaux sont beaucoup plus disponibles de la bonne manière que ce qu'on imagine. Alors, ce monde des apparences aurait pu être tout à fait différent. On n'a rien contre la technologie. La technologie a développé des choses fabuleuses. Je suis ingénieur, c'est mon métier d'avancer dans la science, je suis chercheur aussi. La technologie avait développé dans les années 2000 une voiture qui s'appelle la Loremo. C'était une voiture assez fabuleuse, prête pour le marché, Salon de Genève 2006, une voiture de 550 kg qui consommait 2 litres au 100, option électrique déjà, avec les spécialistes nous diront combien de mètres carrés, combien peu de mètres carrés suffisent pour être autonome avec une voiture comme ça, qu'on recharge avec son propre système de panneaux. Tout ça était disponible, une voiture de 550 kg qui coûtait 11 000 €. Et ce qui s'est passé entre-temps, c'est ceci. La voiture d'aujourd'hui, avec le slogan « La durabilité n'a jamais autant fait de fun qu'aujourd'hui ». Nachhaltigkeit hat noch nie so viel Spaß gemacht. Voiture de 2 tonnes, elle consomme 8 litres au 100 parce que c'est une technologie fabuleuse, seulement 8 litres pour 2 tonnes de voiture, et elle coûte 46 000 €. C'est la Jeep standard 4x4 SUV. Voilà avec quoi on est en train d'occuper nos routes et nos places de parc et nos villes et d'inonder nos localités avec cette mécanique surdimensionnée. Alors c'est normal que la jeunesse commence à s'impatienter parce que comment est-ce que c'est possible que des options pareilles aient disparu, parce que la voiture Loremo a disparu très très peu de temps après, elle a été rachetée par un inconnu, on soupçonne des filons comme quoi c'était du même domaine, a été rachetée et très peu de temps après, cette firme Loremo qui offrait des voitures à 11 000 €, qui consommait 2 litres au 100 comme un vélo moteur, cette voiture a disparu
déclaration en faillite par un tribunal allemand. Comment tout ça est-il possible alors que tout était disponible? Et la jeunesse, bien sûr, elle s'impatiente face à ça en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Où est la politique? La politique doit dicter, gérer les flux économiques, gérer les choix économiques et faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de construire des voitures et des autoroutes de plus en plus grandes, etc. » Alors là, maintenant, vous avez une réaction qui se fait sentir à tous les niveaux. Et l'une des très belles réactions de la jeunesse, c'est celle qui dit respect existence or expect resistance. Respectez l'existant, le vivant, ou alors attendez-vous à la résistance. Donc nous, on n'aimerait pas maintenant encore amplifier la volonté d'un choc des civilisations peut-être, ou des cultures, ou des générations, mais plutôt canaliser cette volonté de faire de la résistance, mais d'une manière positive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer que ça va autrement? Faire de la résistance non violente, créative et joyeuse. Voilà un peu déjà un élément pour ces sentiers des savoirs qu'on aimerait offrir à la jeunesse, mais je me rends compte lors des conférences que tout de suite il y a des gens de tous les âges qui viennent vers moi, ils me demandent si je peux aussi venir. Et, bien sûr, si quelqu'un a un peu d'initiative et un peu d'envie de vivre autrement, de permettre à autre chose d'émerger, et finalement on a tous ça en nous. Alors les forêts, effectivement, couvraient l'ensemble de l'Europe, 80%, 20% c'était les domaines alpins, les domaines des steppes, et c'est cette Europe-là, il faut comprendre que c'est une Europe qui, avec ses forêts, c'est un climat complètement différent. Chaque jour où il fait chaud, chaque moment, si vous allez sous ces arbres-là maintenant, alors qu'en plein soleil, vous avez du 30 degrés, sous les arbres, vous avez du 20 degrés. Si vous avez un continent entier couvert de forêts, bien sûr que le climat sera complètement différent. Ce ne sera plus le cagnard comme aujourd'hui. Dès que le soleil est libre, il fait tout de suite trop chaud ou bien tout de suite trop froid, à cause du fait que les forêts ne sont plus là. Voilà, ça c'est un élément essentiel, se souvenir d'où nous venons pour savoir de quoi avons-nous besoin pour rétablir les équilibres. Alors ces forêts, c'est des enveloppes de protection qui protègent la Terre mais à tous les niveaux, pas seulement européens, toutes les îles que les explorateurs ont entre guillemets découvertes, ils n'ont rien découvert du tout, elles étaient souvent déjà habitées. Ces îles étaient des îles forestées, disons, des îles boisées. Et là-dedans, on a trouvé une culture qui sortait de ces forêts pour accueillir les nouveaux venus, bienveillants en général. Et là, il y avait des oiseaux et toute une profusion de vie inconnue qui sortaient de ces forêts. Et les cultures qui s'étaient développées dans ces milieux forestiers ou en bord de forêt, aussi sur le littoral, étaient particulièrement riches. Une manière très concrète de comprendre l'importance des forêts, et puis ça nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on va devoir faire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec nos paysages pour les rendre de nouveau habitables, c'est simplement le fait que si vous prenez la ceinture tropicale, paradoxalement, toute la ceinture équatoriale, où l'impact solaire est maximal, ce n'est pas du désert. Alors que là où vous avez du désert, au Sahara ou en Namibie, vous avez un impact solaire absolument non réfréné, non réduit par une présence végétale. Et curieusement, toute l'enveloppe forestière de la Terre, au niveau de l'équateur, c'est en fait une forêt extrêmement dense, la plus riche en biodiversité. Et aujourd'hui, on comprend que si c'est habitable à ce niveau-là, s'il n'y a pas de désert au niveau de l'équateur, alors que le soleil ferait tout pour que ce soit le cas, s'il n'y a pas de désert à ce niveau-là, c'est parce que vous avez une enveloppe de protection forestière à ce niveau-là. Le bassin de l'Amazonie, c'est une enveloppe de protection de la Terre qui initie des cycles hydrologiques. Et ainsi de suite, le Congo, et en Indonésie, on a malheureusement beaucoup trop déboisé, mais là, c'est des surfaces un peu plus restreintes. Donc on a effectivement une enveloppe de protection, ici pour l'Amazonie,
que les Russes, Viktor Gorchkov et Anastasia Makarieva, des chercheurs fabuleux, ont pour la première fois découvert, ils ont montré que la forêt amazonienne aspire les masses d'air atlantiques qui sont déjà humides, qui ont déjà du nuage, et paradoxalement, en dessus de la forêt amazonienne, il y a plus de nuages et il pleut plus qu'en dessus de l'Atlantique, qui est une surface aquatique unique. Alors, les forêts attirent ces masses océaniques et les enrichissent de leur propre eau, évapotranspiration. Il y a une demi-douzaine de cycles d'évapotranspiration, fabrication de nuages. Et c'est des forêts qui chatouillent les nuages avec des microparticules, des nanoparticules, pour provoquer les précipitations. Et ça a eu lieu une demi-douzaine de fois, en partant de l'est jusqu'à l'ouest, et ça va impacter le contrefort des Andes et diverger contre le sud et contre le nord. C'est ce qu'on appelle les rivières volantes, mais le terme est un peu ridicule, parce que cette rivière invisible, initiée par la forêt beaucoup plus grosse, c'est beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de transfert d'énergie que l'Amazone elle-même. Et c'est un fleuve invisible qui va diverger vers le sud et puis aller jusqu'en Argentine pour rendre l'Argentine plus tempérée, plus fertile que ça serait le cas s'il n'y avait pas le bassin amazonien. Donc on comprend que cette forêt amazonienne, mais c'est le cas pour chaque paysage, pour chaque arbre, est un facteur de climat d'une puissance incroyable. Voilà, alors maintenant on est en train de comprendre que la Terre, c'est vraiment pas un système entre guillemets, c'est un organisme, c'est pas un écosystème seulement, aussi, c'est surtout un organisme vivant qui a finalement beaucoup plus que simplement une accumulation d'êtres vivants qui coévoluent. Les anciens comprenaient la Terre comme étant un organisme, comme étant une entité avec un esprit, Gaïa. Donc revenir à cette perception de la Terre, ça ramène au respect finalement. Et la science est en train de s'ouvrir à cette notion. Vous prenez un numéro de Science et Vie, finalement on est en train de valider l'idée que la Terre soit un organisme. Le Monde en 2024, le retour de Gaïa, on rappelle le travail de James Lovelock, avec lequel il ne faut pas adhérer entièrement, mais cette composante de son travail est vraiment précieuse. Eh bien, la notion de Gaïa comme entité invisible, la terre-mère, une divinité finalement terrestre, qui est aussi importante que les divinités invisibles, plutôt cosmiques ou purement spirituelles. Tout ça, c'est spirituel naturellement, mais c'est incarné jusqu'au niveau de la Terre. Alors, on est en train de changer notre rapport à la recherche. Avant, c'était surtout analyser, identifier, pour savoir si une forêt est en bon état, si elle est vitale ou si elle est en train de dépérir. C'est mesurer, analyser, identifier, mettre dans les tiroirs, savoir combien d'espèces. Érosion de la biodiversité, bien sûr, c'est important de mettre des chiffres dessus. Mais on peut le faire beaucoup plus simplement. Aujourd'hui, on met des micros dans les forêts et on les enregistre, on écoute la forêt. Et lorsqu'on écoute la forêt, on fait déjà quelque chose dans le sens d'écouter un être qui s'exprime. Il faut comprendre que ce n'est pas seulement des oiseaux et des insectes qui chantent dans la forêt parce qu'ils sont bien, ils arrivent à s'y nourrir. Les oiseaux et les insectes sont finalement les vecteurs d'expression de la forêt. Et c'est extrêmement concret finalement. Si on se parle, je ne dis pas c'est ton larynx qui a introduit notre rencontre d'aujourd'hui, c'est toi qui as introduit notre rencontre. De toi, c'est autre chose que simplement l'organe. Et la forêt, c'est la même chose. Lorsqu'on écoute la forêt, on entend la forêt s'exprimer par tous les moyens qu'elle a à disposition, par tous ces organes d'expression qui sont les grenouilles, les insectes, les batraciens, les oiseaux naturellement. Et même le vent, on peut le considérer comme étant un organe de la forêt, parce que c'est la forêt qui anime le vent, puisqu'elle fait du climat, elle brasse toutes ces masses d'air. Et lorsque l'air est immobile, l'air est agité, c'est aussi le végétal qui est impliqué. Donc écouter la forêt, ça permet de savoir comment elle se porte, comment elle se sent. Et lorsqu'on arrive dans une forêt comme ça, c'est une forêt tropicale, de la nuit à la journée et à la nuit suivante, c'est impressionnant. Le soir, c'est comme si on mettait l'interrupteur, et c'est le tch-tch toute la nuit. Et l'apothéose, c'est les singes hurleurs,
le matin, on croit que c'est la fin du monde. Non, c'est pas si grave, c'est des singes hurleurs, mais c'est tout aussi pire. Et ensuite, on entre dans la journée, c'est beaucoup plus calme, mais ça continue de striduler, de chanter, mais de manière différente. Ça, c'est une forêt tropicale, mais toutes nos forêts, à travers les saisons, à travers les journées, sont en train de s'exprimer. Lorsqu'on arrive avec une grosse machine pour exploiter d'une manière trop violente une forêt, eh bien, le niveau d'expression chute de manière dramatique et il faut très très longtemps pour que ça remonte. Et ça arrive que ça ne remonte jamais au même niveau parce qu'on a coupé les gros arbres, les vieux arbres. Et les oiseaux de ces arbres ont disparu, ne viennent plus, ne peuvent plus être ici. Donc on a toute une partition de l'orchestre, tout un groupe de l'orchestre qui a disparu. Il y a tous les violons tout seuls, là au milieu de la scène. C'est un peu triste. Voilà, la forêt, on la comprend comme organe de protection, comme entité qui est vraiment un organisme au niveau local. Chaque arbre lui-même, et chaque forêt, a toujours la tendance de se fermer sur elle-même. Elle a toujours la tendance, quand on la livre à elle-même, une forêt naturelle, pas une plantation artificielle, elle va avoir une canopée qui se ferme et des lisières qui protègent l'intérieur de la forêt, sachant que la lisière est beaucoup plus riche en espèces que le centre de la forêt. Le centre de la forêt, c'est des arbres majeurs, c'est les hêtres, les érables, les frênes, les sapins blancs, les épicéas, tout ce mélange qu'on connaît bien. C'est pas beaucoup d'essence, on en a une cinquantaine pour toute l'Europe. Alors que la lisière, là-bas, c'est beaucoup plus riche, c'est des arbustes, des arbrisseaux, qui ne vont jamais devenir aussi grands, ils repartent toujours de la base. Et là, c'est beaucoup plus florissant, beaucoup plus facteur de fructification, beaucoup plus invitant pour toute la faune pour venir s'y nourrir. Être, c'est moyennement intéressant. Il y a du pollen, il y a beaucoup de choses, mais c'est purement végétal. Alors que dans la lisière, il y a du fruit, il y a de la fleur, il y a de la graine, c'est beaucoup plus riche. Et c'est là-bas que la faune va surtout s'installer, c'est dans la lisière forestière. Tout ça, c'est bien connu des écologistes, des biologistes. Donc la forêt, elle se ferme, elle constitue un organe qui protège son intérieur, qui protège surtout l'eau qu'elle reçoit des précipitations pour la gérer d'une manière extrêmement bien dosée et parcimonieuse. Et c'est grâce à ça que le seul élément du paysage qui reste vert toute l'année, à travers tout l'été, alors que partout ça a séché, il n'y a plus d'eau dans les champs, les plantes se sont desséchées, les forêts sont restées vertes. Comment arrivent-elles à rester vertes? C'est parce qu'elles ont créé une enveloppe qui garde son eau et qui protège l'eau d'une manière extrêmement efficace, même à tel point que l'eau est en surplus par rapport aux besoins de la forêt. Donc elle la livre à son environnement. Mais tout d'abord, cette lisière forestière, il faut comprendre que c'est naturellement du végétal, mais c'est du végétal qui est occupé, qui est habité. Et maintenant, on comprend vraiment très bien que la forêt, ce n'est pas simplement une association de végétaux qui se fait selon des lois très précises qu'on connaît bien. La forêt, c'est la flore et la faune. Sans la flore, bien sûr, la faune n'a pas de possibilité de vivre. Mais aujourd'hui, on comprend que sans la faune, la flore dépérit. Il n'y a plus les pollinisateurs, il n'y a plus les engrais que les oiseaux amènent, les déjections. Il n'y a plus ce que les mammifères laissent derrière eux. Ils consomment beaucoup et puis ils ont aussi beaucoup de déjections. Tout ça, c'est important pour la flore venant de la faune. Et le troisième F, flore, faune, c'est la fonge, c'est tous les champignons. C'est ce triple F qui fait fonctionner la forêt, les champignons dans le sous-sol. De temps en temps, on apparaît un bolet ou une chanterelle, une morille, etc. Toujours associé à des arbres spécifiques. Eh bien, le troisième F est tout aussi important. Sans la fonge, sans les champignons, ça ne fonctionne pas non plus. Donc on voit que l'entraide, le partenariat est absolument essentiel. Alors là, ces animaux de l'enveloppe forestière, on est en train de comprendre que c'est beaucoup plus un organisme beaucoup plus concret que ce qu'on imagine. Ces animaux, c'est la partie mobile de la forêt. Les oiseaux vont quelques centaines de mètres, reviennent pour nourrir leur nichée. Le renard, 3 km, il revient pour nourrir ses petits. Le hérisson, peut-être 250 mètres. Ils reviennent toujours au même endroit parce que c'est là-bas qu'ils ont leur progéniture. Et ça va vraiment très loin. La forêt, elle communique avec d'autres continents.
Bien sûr, les oiseaux migrateurs, ils reviennent toujours au même endroit. Ils ont montré aux jeunes où ça se passe et ils reviennent. Et les jeunes, à un moment donné, sont ceux qui se souviennent de ce qu'ils ont appris avec leurs parents. Et ces migrations reviennent toujours au même endroit. Les Hirondelles, les Martinets qui reviennent, c'est nos Martinets qui sont allés visiter l'Afrique et qui reviennent. Donc maintenant, on comprend la forêt comme étant un organisme végétal habité par des parties mobiles qui lui appartiennent tout autant, c'est larynx qui lui permet de s'exprimer, et puis il envoie ses ambassadeurs jusqu'en Afrique qui lui reviennent. Et au niveau des rivières, il faut savoir que les forêts sont aussi la source des sources et des rivières, ça fonctionne même à ce niveau-là. Donc tout d'abord, les oiseaux dans la lisière forestière, c'est naturellement intéressant du point de vue chimique, d'avoir ces oiseaux qui amènent du potassium, etc. Le guano, qui était avant les engrais de synthèse, c'était de l'engrais d'oiseaux fossiles exploités sur des îles du Pacifique, d'oiseaux qui se sont nourris de poissons et qui ont accumulé des mètres et des mètres d'éjections d'oiseaux qu'on a finalement exploités comme si c'était des mines, sans se souvenir que c'était vraiment de l'engrais organique qu'on pourrait activer partout. Eh bien, ça, c'est une composante, mais l'autre composante, c'est une autre forme d'activation, d'interaction, c'est que le chant d'oiseaux chatouille les plantes. C'est un engrais organique, c'est un engrais acoustique organique. Le chant des oiseaux favorise la croissance. C'est un peu lorsque les gens se rendent compte, lorsqu'on parle aux plantes, lorsqu'on leur joue de la musique, tout ça, c'était expérimenté. Eh bien, les plantes, elles en profitent, elles apprécient ça. Eh bien, le chant des oiseaux, c'est la même chose. Ça va jusqu'au bourdonnement des insectes. Une découverte récente en Israël, 2017, a montré que lorsque l'abeille s'approche de la fleur, avant de se poser sur la fleur, avant de polliniser la fleur, avant de prélever le nectar, eh bien, simplement le bourdonnement de l'abeille stimule déjà la plante à produire plus de nectar et à augmenter la teneur en sucre. Tout ça, c'est fabuleux, mais c'est prosaïquement scientifique. Ils ont expérimenté ça avec des enregistrements qu'ils ont appliqués à la fleur, ils ont vu que le nectar monte. Et ils ont enlevé quelques pétales à cette fleur et ils ont vu que ça ne fonctionnait plus. La structure de la fleur est telle que ce son agit. Voilà comment ça fonctionne. Donc, lorsqu'on a des oiseaux à proximité, ça nous fait du bien, mais il faut savoir que ça fait du bien aux plantes aussi. C'est pour ça que les nouveaux paysages, ce sera des paysages complètement restructurés avec des haies partout, de manière à ce que partout on entende des chants d'oiseaux. Ça fait mieux pousser les céréales, etc. Et les rivières, c'est les rivières naturellement d'autrefois. Celle d'Europe était aussi entièrement libre et pas d'endiguement. Et ces rivières avaient un double flux. Le flux comme de l'Amazone qui partait de la forêt pour finir à l'océan. Et le contreflux, un flux vivant, c'est un flux de poissons qui remontent pour le frais. C'est les saumons qui remontent, les truites, les anguilles. Et ici, vous avez en fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que là où il y a des saumons dans la rivière, où il y a encore des saumons dans la rivière, il faut savoir qu'à Bâle, la nourriture du pauvre, il y a quelques centaines d'années seulement, c'était le saumon. Saumon au petit déjeuner, saumon à midi, saumon le soir. C'était, ils n'en pouvaient plus. Tellement ce fleuve était pur et tout fonctionnait encore sans toutes ces pollutions et tous ces empêchements en fait de fonctionner. Eh bien, les rivières à saumon ont beaucoup plus d'ours à leurs abords que les rivières sans saumon. Et ça, c'est très intéressant parce que les ours, bon, on est ici dans le canton de Vaud, ils savent ce que sont les ours, ils connaissent les bernois, vous en avez un devant vous, on sait ce qu'on aime, on sait ce qui nous enchante un peu moins. Les ours aiment bien manger tranquille. Ça, c'est une chose intéressante à savoir, et on s'y reconnaît un peu. Les ours aiment bien manger tranquille, donc ils attrapent leur saumon, et c'est la fête naturellement. Quand les saumons remontent, les ours se préparent à l'hiver. Ils vont se gaver de saumon, ils vont se faire leur graisse, ils vont être bien dodus, et ça sera un plaisir d'entrer le sommeil
hibernation, avec un grand plaisir parce qu'ils ont toute cette graisse qui va tranquillement brûler et leur tenir chaud. Et eux vont capturer leurs saumons, parfois plusieurs, et ils vont jusqu'à 500 mètres de distance pour les manger tranquilles, justement. Parfois, ils vont même monter dans leur arbre pour être encore plus tranquilles. Et ils ne mangent pas tout le saumon, ils aiment bien la tête, ils aiment bien enlever la peau, parce que là-dessous, c'est ce qui les intéresse le plus, mais le reste, tout ce qui est muscle, c'est moyennement intéressant pour eux. Tout ça, ça reste disséminé. Et on sait que de chaque côté de la forêt, 500 mètres de chaque côté, c'est 1 kilomètre de forêt, qui est beaucoup plus riche en végétation, beaucoup plus riche du point de vue de la masse de la végétation, mais des espèces aussi, en micro-espèces, en espèces végétales et animales naturellement aussi. Et on s'est rendu compte, on a mesuré que dans les feuilles des arbres qui poussent dans cette bande ensaumonée grâce aux ours, il y a 20% de l'azote qui est d'origine océanique. Donc là, on voit que la forêt est alimentée par l'océan, grâce aux saumons et grâce aux ours. Et ce n'est pas le seul à prélever des saumons, c'est la fête. Et les saumons, c'est finalement aussi un moment intéressant. Ils se reproduisent, ils remontent pour se reproduire dans les zones superficielles de la rivière. Les alevins, après l'insémination des œufs, vont s'installer, c'est le frai, on appelle ça, vont s'installer dans le gravillon, mais ensuite, une fois qu'ils vont redescendre la rivière, emporter, puis ils vont recoloniser la rivière, et finalement terminer leur vie dans l'océan Pacifique, Atlantique, et ensuite remonter leur rivière, qu'ils reconnaissent à l'odeur, qui n'est pas l'odeur de la rivière, mais qui est l'odeur de la forêt de la rivière. Donc vous voyez comment il s'agit toujours de retourner à la maison. Et c'est ce qu'on est en train de faire, on essaie de retourner à la maison du bon sens. Voilà, ça c'est les chiffres. Et le bilan hydrologique, ça intéresse tous ceux qui réfléchissent au changement climatique. Le bilan hydrologique de la forêt, c'est effectivement le fait de recevoir 100% des précipitations. Je vous demande toujours combien est-ce qu'il pleut chez vous. Vevey. Précipitation annuelle, moyenne. Est-ce que quelqu'un sait ça? 1 mètre. 1 mètre, oui, merci. On devrait tous savoir ça. Tout le monde devrait lever la main. Ça va être enseigné à l'école. Combien avons-nous d'eau à disposition? Ce qui est intéressant, c'est de ne pas utiliser cette eau directement nous-mêmes. Avec les toits, naturellement, on l'a récupérée. Là, c'est un sujet. Transformation des villes pour la végétalisation des surfaces en étant autarque avec l'eau. C'est ridicule d'employer de l'eau purifiée pour la consommation pour arroser des lianes, des kiwis, des houblons et de la vigne dans des surfaces. C'est des eaux de pluie qui sont faites pour ça. Récoltons-les et utilisons-les pour ça. Mais la forêt reçoit donc l'eau de pluie, 100%, 1 mètre, elle va n'utiliser que la moitié ou les 2 tiers pour ses propres besoins, pour faire sa sylvosphère, pour faire sa photosynthèse, pour faire 10 mètres cubes de bois par hectare et par année. Et cette forêt n'utilise qu'une partie de l'eau qu'elle a reçue, le reste va diffuser dans le sol, va être filtré par les champignons et les racines pour ce qu'elle a de meilleur pour la plante. Toutes les substances dissoutes dans l'eau vont être reprises par le système racinaire pour alimenter la plante, et ce qui diffuse en dessous, entrant dans la nappe phréatique, alimenter les sources, c'est d'une pureté parfaite. La ville de Bâle purifie son eau, une partie de son eau, en la faisant passer dans une forêt. L'eau du Rhin passe dans une forêt, et en dessous, c'est de l'eau pure. Voilà comment fonctionnent les forêts. Donc partout, vous avez une forêt bien constituée, bien fermée, et qu'on peut gérer aussi, on peut ouvrir au minimum pour que ça puisse se régénérer. Une forêt qui produit du bois peut être gérée de manière très très dosée. Eh bien, cette forêt reçoit les pluies, garde les pluies et redonne quand c'est nécessaire. C'est grâce à ça que vous avez des rivières permanentes. Si vous n'aviez plus de forêt en amont de la Veuvez, s'il n'y avait plus que du karst comme en Europe de l'Est, du Sud-Est, eh bien là, vous n'auriez plus que des rivières intermittentes, complètement sèches en hiver, pas de poissons, pas de vie, et lorsqu'il pleut, des crues dévastatrices. Donc, tout ça, il faut bien le comprendre, et le flux des rivières permanent, c'est des rivières vivantes où les poissons peuvent remonter pour alimenter la forêt. Donc ça, c'est chaque fois des indications, ce qu'on peut faire avec les paysages. Un paysage qui est trop sec, il faut lui redonner plus de forêt, bien sûr en maintenant des surfaces cultivées pour pouvoir quand même
s'alimenter, mais l'alimentation en eau de notre alimentation est garantie par les bois et les arbres, dans un système bien dosé. Voilà, le cycle hydrologique, c'est 300 litres d'eau pour faire 1 kg de biomasse. Ce fait signifie que chaque fois que vous avez un arbre qui fait de la biomasse, qui fait du bois, il va donc évapotranspirer 300 litres d'eau et au moment où il fait ça, il va rafraîchir. Donc l'effet rafraîchissant des forêts est maintenant au moment où les arbres sont en train de faire du bois. En faisant du bois, il séquestre du carbone. Et ce carbone séquestré qu'on va bloquer dans ces meubles, dans ce parquet, dans les bâtiments, pour la durée de vie de ces objets, c'est du carbone séquestré qui aura enlevé du dioxyde de carbone par la photosynthèse de l'atmosphère. Ça aura délesté un peu l'atmosphère, mais l'effet sur les températures est beaucoup plus lointain. C'est beaucoup plus tard que séquestrer du carbone va nous rafraîchir le climat, puisqu'il y a énormément d'inertie. Mais le fait de produire avec ces arbres et ces forêts du carbone qu'on peut séquestrer, c'est un effet immédiat de rafraîchissement. C'est un climatiseur maintenant et ici. Chaque arbre en fait la démonstration. Et le rapport de ces deux effets, effet séquestration et effet séquestration long terme et effet rafraîchissement immédiat, ça se mesure, ça se calcule en mégajoules, combien d'énergie solaire est utilisée pour évapotranspirer toute cette eau. C'est des mégajoules, c'est de l'énergie solaire qui arrive très, très haute et qui est rafraîchie, parce qu'on emploie cette énergie pour évapotranspirer. Et combien d'énergie est stockée, séquestrée par kilo de bois, on sait très bien calculer ça, c'est des calorimètres qu'on emploie pour ça. Eh bien, le rapport est 40 à 1. Séquestrer du carbone, c'est bien, mais le faire avec des grands arbres, c'est beaucoup mieux, parce que les grands arbres ont 40 fois plus d'effet de rafraîchissement ici et maintenant que la séquestration sur le long terme. Ça, c'est une chose tout à fait importante qu'il faut bien comprendre ici. Ça signifie que chaque arbre, plus il est grand, plus il est précieux, plus il a cet effet-là. Et remplacer un grand arbre par des petits, eh bien, ça retombe à beaucoup moins intéressant. Voilà, donc il s'agit de remettre du carbone dans les sols. Les arbres sont des fabricants de carbone, de matière organique, c'est les plus puissants, donc ils livrent ça lorsqu'on coupe des arbres, on taille des haies, on taille des lisières. Tout ça nous permet de transformer nos déserts agricoles, ou bien les déserts, c'est parfois des pâturages, quand on peut remplacer des forêts, c'est des vignobles finalement complètement en monoculture. Lorsque j'ai donné une conférence au Valais, un vigneron est venu vers moi, il a dit « Je n'ai jamais réalisé qu'on a fait de la monoculture ». Il croyait que c'était bien équilibré, parce que c'était un peu plus compliqué qu'en France, par exemple. Mais ces parchets, c'est que de la vigne, que de la vigne et que de la vigne. Alors que toutes ces terres étaient prises à la forêt, c'était des forêts qui descendaient jusqu'à la plaine. Et ces forêts ont livré leur sol, donc rééquilibrer, refaire du climat avec une restructuration des systèmes, c'est redonner du sauvage en quantité suffisante. Remettre de la matière organique dans les terres. À gauche, vous avez une terre moderne qui n'a reçu plus que des engrais de synthèse, complètement pâle, plus de carbone. C'est des plantes qui sont en fait comme hors sol, comme en hydroculture, alimentées par non pas par un sol vivant, mais par simplement une transfusion, une perfusion de substances chimiques. Un sol vivant est fertile par lui-même, c'est l'agriculture des sols vivants, un terme qu'on emploie maintenant en France. Eh bien, combien faut-il transformer nos paysages pour avoir l'effet escompté? Il y a une loi très sympathique que tous les flemmards, tous les autres termes, que les paresseux aiment bien, mais c'est aussi des gens qui savent vivre avec luxe. Luxe et paresse, c'est une chose qu'on devrait réapprendre. C'est la loi de Pareto, elle dit que 80% d'un effet, on l'obtient avec 20% d'effort. Finalement, tant pis pour eux, les imbéciles, c'est ceux qui veulent 100% d'effet, ils sont obligés d'ajouter 80% d'effort. Et ce qu'on a fait, c'est en fait 100% d'effet, on a remplacé 100% de forêt par 100% de désert agricole, ou viticole, etc., ou de palmiers à huile.
Alors que si on avait compris qu'avec 20% d'efforts, on a 80% d'effets, j'inverse les chiffres, en mettant seulement 80%, ou bien en gardant 20%, ou bien en remettant 20% de sauvage, de systèmes naturels, de corridors de biodiversité, de haies, de cordons boisés, de ripisylves dans le paysage, avec ces 20% du paysage renaturé, on sauve les 80% restants qui sont à notre disposition. Voilà, c'est simplement ça. Peut-être qu'avec 10%, ça fonctionne déjà. Mais commençons avec l'objectif 20%, en se basant sur Pareto. Et là, on aura ensuite des déserts agricoles qui seront complètement entrelacés de parties forestières, de haies, de maillage, de bocage. Et le tourisme changera totalement, on n'aura plus besoin d'aller aux Maldives pour revivre des paysages inspirants. Ce sera des paysages aux portes de nos villes avec tous les oiseaux et toute la faune qui n'attend que nous. Voilà ces paysages, comment on peut se les imaginer. Et quelque chose de très important, de très concret, c'est notre rapport à la viande. On n'est pas en train de devoir tous passer vegan ou même végétarien. Chacun a sa place, chacun a ses aspirations, chacun a son régime qui lui convient bien. Eh bien, il y a une chose très importante qui change totalement la manière d'aborder les choses, c'est de savoir que la vache, c'est le descendant de la mégafaune forestière. La vache est la descendante de l'aurochs, la vache européenne. Il y a d'autres bovins sauvages. L'aurochs étant un animal forestier, forêt marécageuse, avec un peu de clairière, mais des marécages et forêt naturellement. Et la diète de l'aurochs, c'était naturellement une diète forestière, avec des plantes qui correspondent à ces milieux-là, avec beaucoup de ligneux. Et lorsque on a notre bétail, nos bovins actuels, la vraie manière de respecter le bovin dans sa manière de vivre, dans sa physiologie, c'est de lui donner accès ou bien de lui fournir du ligneux dans sa diète. Tant qu'on ne nourrit le bovin qu'avec du maïs et du soja et des compléments, c'est que des herbagers, il n'y a pas de ligneux, il n'y a pas de lignine dans cette nourriture, il n'y a pas de tanin. Eh bien, sachez que le maïs et le soja, c'est très riche en oméga 6 par rapport aux oméga 3, les huiles insaturées. Eh bien, la viande d'élevage, d'animaux d'élevage intensif, est beaucoup plus riche en oméga 6 par rapport aux oméga 3 que la viande d'animaux de pâturage, d'extérieur, où il y a en tout cas déjà la liberté de choisir la nourriture naturelle qui lui convient. Et en plus, c'est encore plus riche en oméga 3 lorsqu'il y a du ligneux, parce que le ligneux, c'est à la base de l'alimentation animale, du bovin. Donc c'est la souffrance animale lorsqu'on empêche ces animaux d'avoir leur diète naturelle. C'est pour ça que l'une des perles de nos paysages, de notre patrimoine culturel agricole, d'élevage, c'est nos pâturages boisés. À l'époque, ils ont compris que ça fait partie de la vie normale des bovins. Ils ont besoin de sortir en forêt. Et moi-même, je viens du Jura. Eh bien, les paysans de moyenne altitude envoyaient leurs vaches à la montagne. En vacances à la montagne, elles redescendaient en pleine forme. Une flore complètement différente, à mon soleil, un peu bronzé éventuellement. Ça ne se voyait pas partout chez la Simmental, mais ça fait rien. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut comprendre la vache, et maintenant, on peut en tirer les conclusions, sachant que le fourrage a été analysé, tout ça, il y a de la science derrière. Le fourrage est essentiel pour le bovin. Le fourrage ligneux, c'est un fourrage médicinal qui donne de la viande médicinale, par rapport à la viande qui était déclarée en 2015 par l'OMS comme étant potentiellement cancérigène, la viande rouge de bœuf. Malheureusement, ils n'ont pas fait la différence entre la viande d'animaux élevés à l'extérieur avec accès à la nature par rapport aux animaux d'élevage intensif. Là, c'est juste, c'est une viande relativement dangereuse, d'animaux qui souffrent par rapport à la viande d'animaux épanouis, respectés par leurs paysans, par leurs éleveurs. Voilà à quoi ressemble, c'est une torture déjà de voir cette image. L'animal
en question, on connaît à peine, c'est une vue aérienne, c'est des vaches, c'est des bovins, élevés en plein soleil toute l'année. Et là, sachant que cet animal est un animal forestier, il faudrait des démonstrations pour ça aussi. Voilà ce que Marc-André Giacovici propose. Les élevages industriels, on ne les voit de toute façon pas, on a quelque part, on a tendance à les cacher. Décidons de consommer plus de la moitié de la viande, on renonce à cette manière de produire de la viande, et même cette phrase, elle est terrible. Produire de la viande, on ne produit rien du tout. On est en train de garder des animaux dans des conditions indescriptibles pour ensuite, dans des conditions indescriptibles, les abattre. Ensuite, il y a des gens qui doivent faire ça aussi. C'est une grande question. Diminuons par deux la quantité. Ne changeons rien à notre budget viande. Surtout rien changer, on est bien resté dans les habitudes. Diminuons par deux la quantité, c'est bon pour la santé, tout le monde est encore d'accord. Bien changer le budget. Diminuer par deux la quantité et payons peut-être le double du prix, pas autant est nécessaire, pour de la viande correctement, et là pas produite, mais offerte par des animaux maintenus avec un respect. Voilà, c'est des solutions très simples que, à partir d'aujourd'hui, on peut déjà décider de mettre en œuvre. Les arbres, j'ai parlé de ces 500 000 ans où on les connaît, c'est aussi des arbres qui sont connectés au cosmos. Et ces arbres connectés au cosmos, on est en train de découvrir que c'est vraiment des réalités entièrement scientifiques aussi, que les anciens connaissaient. Et la Lune plus dans les arbres, la Lune par rapport aux planètes, plus dans des bourgeons, la Lune par rapport aux constellations, plus même dans les propriétés du bois. Le bois change ses propriétés par rapport à une date d'abattage, selon la position de la Lune. Est-ce qu'elle est dans le lion, est-ce qu'elle est dans le cancer, est-ce qu'elle est dans les gémeaux, est-ce qu'elle est dans la vierge, etc. Tout ça, c'est en train de s'ouvrir. La science est passionnante, mais c'est grâce aux anciens. Jamais on n'aurait posé la question, est-ce que la Lune et la position de la Lune sur les propriétés du bois, imaginez la bizarrerie de la question, peut avoir un effet si les anciens ne l'avaient pas dit, n'avaient pas observé, n'avaient pas pratiqué. Et c'est grâce à l'intuition que nous livrent les anciens. Ce n'est pas une intuition, c'est une réalité que les anciens vivaient. Et pour les scientifiques, ça paraissait complètement aberrant de penser des choses comme ça. Et à partir du moment où on respecte les anciens et les anciennes cultures, on se dit, mais ils sont pas complètement à côté de la plaque. On pose ces hypothèses scientifiques, et c'est un florilège de découvertes qui apparaissent, les arbres, en communication, en pulsation avec le cosmos. Voilà, c'est ça aussi, lorsqu'on marche, lorsqu'on pratique maintenant les sentiers des savoirs, ce sera aussi de la biodynamie, chez tous, bien sûr, c'est complexe, et c'est de tenir compte de ces rythmes. Et de plus en plus, sont intéressés à comprendre comment ça fonctionne. Donc, réunissons, bien, retrouvons tous ces endroits qui pratiquent déjà ça pour apprendre à le faire. Voilà, c'est donc toutes ces pulsations, je ne vais pas trop m'attarder. Lorsqu'on entre en forêt, on transite aussi avec le silence, avec l'attention nécessaire. Et l'une des choses les plus simples à faire, c'est d'enlever les chaussures, par exemple, tout simplement. Parce que là aussi, on a vécu 500 000 ans sans chaussures, avec des mocassins de cuir, gorgés de sueur, de sel, et tout ça, ça conduit l'électricité. Et on a toujours été en contact avec les courants électriques du sol, ça se mesure, c'est très prosaïque. Et la médecine, aujourd'hui, est en train de découvrir que lorsqu'on se remet pieds nus 20 minutes par jour, eh bien, les états inflammatoires sont en train de régresser, de disparaître, grâce au fait de se remettre à terre. C'est un courant qui nous traverse en venant d'en bas. Et là, lorsque vous êtes au pied d'un arbre, peut-être en train de vous y adosser, de le prendre dans les bras pour méditer, il n'y a pas forcément besoin de le toucher. Probablement que d'être pieds nus, c'est encore plus efficace pour entrer dans d'autres états de conscience dont on a tous l'expérience et qu'on aimerait bien maîtriser un peu vite. Donc là aussi, des questions de recherche pour la médecine. À quelle distance de l'arbre, comment le toucher, comment s'en approcher, pieds nus ou bien pas, est-ce que tout ça a quel effet? La médecine a des choses fabuleuses à explorer là. Ou bien simplement le feu,
le feu qu'on a pratiqué aussi pendant ces 500 000 ans, qu'on connaît de notre intérieur, c'est de notre ADN mémorial. De faire un feu, ça a vraiment plusieurs vertus thérapeutiques. Et la médecine n'a encore rien fait. Depuis Hildegard de Bingen, personne ne s'est penché sur les vertus du feu thérapeutique, alors qu'elle le disait déjà il y a 1000 ans qu'elle le dit. Ça commence à faire long avant qu'on fasse des choses intéressantes. Voilà, l'enseignement, ça peut s'enseigner, l'enseignement des jeunes générations, ça peut s'inspirer de Paracelse. Il faut ramener à la mémoire les très très grands esprits qui ont habité nos terres. Paracelse, c'est toujours les Suisses intéressants, c'est ceux qui viennent d'ailleurs, c'est pas toujours ceux qui ont toujours été ici. Et finalement, on se rend compte qu'on vient tous d'ailleurs. La Suisse, on dit qu'il y a une partie qui vient de la Mongolie, c'est les Appenzellois. Une partie est venue du sud, les Latins naturellement. Avant, il y avait les Celtes. D'où viennent les Celtes? On ne le sait pas très bien. Il y a eu les Sarrasins au Valais. Tout ça, c'est un brassage fabuleux. Il y a eu les Scandinaves qui ont peuplé l'Oberland bernois de Scandinavie. Voilà d'où on vient. Mais il y avait un fond celtique aussi. Eh bien, Paracelse, son père venait d'Allemagne, il s'est installé près d'Einsiedeln avec sa Vierge Noire, un endroit assez énigmatique. Et Paracelse a révolutionné la médecine. Il a vécu très compliqué parce qu'il était en conflit avec tout ce que la médecine mondiale ou bien occidentale avait développé jusqu'alors. Et il a initié des quantités de nouvelles réflexions qui se sont avérées aujourd'hui. Pourquoi Paracelse? Il dit que il a observé toute la terre, toute la création, les animaux, les plantes, les pierres, et il s'est rendu compte que c'était les lettres éparses d'un alphabet dont l'être humain est un mot vivant. Donc là, on comprend qu'on a affaire avec ce qui est autour de nous, on a tous affaire avec chaque plante, chaque animal, chaque oiseau, et comprendre quel est son apport pour le monde qu'on constitue nous-mêmes. Voilà, donc il s'agirait d'une chose très simple au niveau de l'enseignement. On est en train d'enseigner 2 alphabets, l'alphabet des lettres, qui donne accès à la culture. C'est fabuleux, les bibliothèques, vous pouvez entrer dans une bibliothèque, vous sortez 3 mois après, vous n'avez pas perdu votre temps, il manque juste un peu de rayonnement solaire, un peu de vitamine D, mais vous avez vécu dans plusieurs mondes, plusieurs vies, c'est extraordinaire d'entrer dans le monde de la culture, de savoir lire, exprimer, etc. Le deuxième alphabet, c'est celui des chiffres, c'est vraiment un alphabet, c'est 1, 2, 3. Les chiffres nous ont permis de mesurer le monde. C'est le monde de la technologie qui s'est cru tout seul habilité à expliquer le monde, et on en est ici aujourd'hui. Le monde de la technologie grâce aux chiffres qui mesurent, qui pèsent, qui calculent. En fait, le troisième alphabet qui va nous ramener à l'essentiel, c'est peut-être l'alphabet des arts, dans le sens de Paracelse. C'est que chaque école fasse la prospection de son environnement, explore son environnement et repère, chaque élève a la mission de repérer l'arbre qui lui convient le mieux et de venir parler de cet arbre et quelle est la lettre que cet arbre représente. On peut se demander est-ce qu'un peuplier c'est plutôt un P ou bien un U, ou on peut tout remettre à zéro et revivre, revisiter toute la réalité vivante en essayant de lui donner des qualités telles que constituent un alphabet des arbres. Et c'est comme ça que le but d'aller chercher, de découvrir, de ramener et d'expliquer. Et lorsque devant la classe, tous les élèves passent l'un après l'autre, parlent de l'arbre qui les passionne, c'est garanti, toute la classe va apprendre énormément. Je parle par expérience, j'ai pratiqué ça à l'université, année après année, et c'était fabuleux. Il n'y a rien de plus passionnant que de donner aux étudiants une essence à présenter, y compris le bois, c'était en sciences des matériaux, et ensuite nous parler du bois avec toutes les données technologiques, mais ils avaient choisi leur arbre. C'était absolument passionnant. Donc là, on a des moyens très simples, et ça nous permet de revisiter l'enseignement aussi, amener la nature dans l'école, ou aller dans la nature à partir de l'école. Une demi-journée par semaine, une journée. Certaines écoles sont totalement à l'extérieur, et les enfants sont complètement épanouis. Il y a toute une gamme de branches qui peuvent être traitées en forêt. Il y a tout le matériel nécessaire, il n'y a pas besoin de tableau noir, ni de bimère, etc.
voilà, les sentiers des sorts, quelques esquisses de ce que ça pourrait être. Et on va maintenant détailler un peu l'état de développement, les unités complémentaires de ce réseau de la transition écologique et sociale et énergétique finalement, parce qu'on aura besoin de beaucoup moins d'énergie en vivant ainsi. On sera animé par nos enthousiasmes, ça chauffe aussi. Et ensuite, on va, je crois aussi, pour déboucher dans l'échange, de la discussion. Alors, je vais donner la parole à Amélie, qui va parler des sentiers des sages. Comment tu as fait cette idée en pédagogie? Ah oui, d'accord. Alors Amélie m'invite à expliquer un peu comment cette idée est venue, pas moi tout seul, mais quand même ça finit par se concrétiser ainsi. Il y a beaucoup de choses. Je suis un marcheur invétéré. Je marche chaque fois que je peux, chaque fois qu'il y a le choix entre un escalier et puis on appelle ces machins. L'escalier roulant. L'escalier roulant, je ne sais même pas comment il s'appelle. Tellement il y a besoin d'énergie pour les activer, et puis tellement ça nous empêche d'utiliser les nôtres. Mais c'était en fait j'ai un parcours académique au début, et à un moment donné, ayant commencé la formation d'ingénieur forestier, j'étais beaucoup trop jeune, et comme ingénieur, j'avais des responsabilités des équipes très tôt au courant de la formation, et ensuite, tout de suite, à guider, à amener, à organiser le travail. Là, je me rendais compte que je n'étais pas du tout fait pour ça, c'était impossible. Moi, comme à peine gamin, grandi, en sortant des études, donner des instructions à des bûcherons qui sont là depuis des générations dans leur forêt, soi-disant sachant des choses de manière scientifique, etc. Donc j'ai eu quelque chose comme un arrêt brusque de ma formation académique, ingénieur, avec finalement des impasses qui se présentaient les unes après les autres. Essayer la biologie une fois, une deuxième fois, voyager, faire la moitié du tour du monde en pensant y trouver la solution. Et finalement est venu quelque chose comme une intuition très puissante. Maintenant, tu apprends un vrai métier. Ça m'est venu comme ça à l'esprit. Un vrai métier, c'est-à-dire un métier artisanal. Quel était le métier le plus proche que je connaissais le mieux? C'était le métier familial. Mes deux frères, mon père, ont été fromagers. Et donc j'ai fait un apprentissage, pas mal sur le tard, lors d'une absence de 7 ans. Presque jour pour jour, après, c'est un apprentissage très, très solide, hein, il est à 5h30 du matin, puis ça n'a pas d'heure pour finir, vous êtes toujours présent. Et c'est très physique, hein, c'est des fromages de 35 kg qu'on tourne, c'est des tablards jusqu'en haut, en plus de les fabriquer naturellement. Un vrai apprentissage, une vraie discipline, mais finalement extrêmement enrichissante. Et à un moment donné, jour pour jour, avec le livret de fin d'apprentissage, me vient aussi une espèce, en travaillant en cadre même, une espèce d'intuition disant maintenant tu peux finir ce que tu avais commencé. Et c'est devenu un peu mon motif de vie, c'est finir ce qu'on a commencé. C'est parfois très difficile, mais c'est très gratifiant. Et j'ai repris la formation d'ingénieur forestier, terminé ça s'est passé comme du papier à musique, vraiment sans difficulté. J'étais organisé pour le faire, et puis avec la maturité nécessaire. Et beaucoup plus tard, face à la situation actuelle, au cours de route, je me suis toujours rendu compte que les solutions sont beaucoup plus proches que ce qu'on croit habituellement. Déjà comme enfant, j'avais un jeu
à faire, en général du montage ou des canaux et des choses comme ça. J'avais besoin de construire quelque chose, il me manquait une pièce quelque part, il me manquait un élément intermédiaire, un élément fonctionnel, et j'allais grailler dans un gros tiroir que ma mère avait, où elle mettait toutes les choses qui pourraient encore servir. C'est des aiguilles cassées, c'est des demi-boutons, des choses comme ça, mais inqualifiables, innommables. Et là, je trouvais des trésors, puis en farfouillant dans ces trésors, j'avais toujours la solution pour mon problème d'ingénieur de 6 ans. De 6 ans, de son mécano avec ses vis et tout ça. Et finalement, j'ai compris que la solution est toujours tout près, beaucoup plus près que ce qu'on croit. Et maintenant, on est en train de se rendre compte que c'est exactement ça. Elle coûte moins cher, elle est beaucoup plus efficace, elle est plus disponible. Il suffit de l'avoir. Voilà d'où est venue un peu cette idée. Merci Ernst pour toutes ces informations sur les arbres et autour des arbres, et puis aussi pour cette introduction au projet de santé des savoirs. C'est vrai qu'on en parle un petit peu depuis le début. Je pense que parmi vous, il y en a qui le connaissent déjà bien, ce projet, d'autres qui en entendent parler pour la première fois. Donc, en tant que coordinatrice du projet en Suisse, je vais vous parler un petit peu des aspects pratiques, et puis ensuite on prendra un temps pour les questions à la fois sur le projet de santé des savoirs et à la fois sur la présentation de Ernst. Donc la vision des santé des savoirs, c'est un réseau de personnes, de professionnels engagés au quotidien dans des métiers liés à la transition écologique, qui sont plutôt manuels, donc de l'artisanat, de l'agriculture, et qui permettent en fait d'être autonomes et de savoir aussi faire des choses soi-même. Et donc un réseau avec ces personnes-là et d'autres personnes qui ont envie d'apprendre et de développer leur savoir et leur savoir-faire. Donc, ce qui est important dans le projet, c'est d'apprendre en faisant. Donc, en fait, il y a les personnes qui vont apprendre, elles vont aller passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines chez les professionnels qu'on appelle les passeurs de savoir, pour partager leur quotidien et apprendre à leur côté. Donc, les échanges sont importants dans le projet, au-delà des savoir-faire, c'est aussi des rencontres humaines, des liens qui se créent avec des personnes qui habitent souvent pas très loin de chez soi et qu'on ne connaît pas toujours. Et puis un aspect important aussi du projet, c'est la marche. Donc la marche qui permet de prendre du temps, de ralentir, de se reconnecter à soi, à la nature. Voilà, de se repenser sa place aussi dans le monde. Et puis c'est un mode de déplacement finalement qui est très ancien, qui est universel. Et la science aujourd'hui aussi prouve que c'est vraiment quelque chose aussi qui amène beaucoup de bienfaits sur le corps, sur l'esprit. Donc c'est aussi un moyen de réduire le stress, mais aussi d'améliorer sa concentration, sa mémoire. Donc voilà, si on va à un endroit chez un passeur de savoir en marchant, ça permet de se remémorer en chemin ce qu'on a appris chez le passeur de savoir précédent, et aussi d'arriver en fait avec même plus d'énergie, pas mal d'énergie. Enfin, pas toute la liste est bien faite, mais il y en a beaucoup. Et donc l'idée de tout ça, c'est finalement pour des personnes, pour toute personne intéressée, de pouvoir trouver ce qui l'anime, trouver sa place pour construire un monde en émergence, donc plus en accord avec le vivant. Donc le projet, l'idée initiale, c'est donc Ernst qui l'a eu suite à ses rencontres avec plusieurs personnes. Un premier groupe s'est formé en France, et puis en Suisse, ça a commencé en 2021, lorsque Ernst est allé vers la Fondation Zoein, qui est basée à Genève, qui a différents projets dans la transition écologique et sociale, qui visent vraiment à créer des savoirs engagés, qui croisent des approches scientifiques et des approches empiriques, et qui est dans une démarche de recherche-action, donc vraiment d'évaluation des projets en même temps qui sont menés.
Et donc la Fondation Zoën a décidé dès 2017, donc sa présidente, que vous voyez à gauche, Sophie Swatton, a décidé de soutenir le projet en créant un poste de coordinateur. Donc c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. Et voilà. Donc la Fondation, elle a d'autres projets comme le revenu de transition écologique dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est en cours d'expérimentation en Suisse et en France. Aussi un projet autour des droits de la nature et des communs. Et suite à la création de ce poste, il y a une association aussi qui a été créée à Bienne, parce que c'est là qu'il y a eu la dynamique de départ, c'est de là que vient Ernst aussi actuellement. Et voilà, c'est une association qui donc, porte le projet aussi aujourd'hui, avec un comité de bénévoles, qui a aussi des contacts sur le terrain. Donc ça, c'est très précieux et on collabore entre la Fondation Zoën et l'association pour développer ce projet. Et l'idée, donc, c'est petit à petit que ce soit plus seulement dans la région de Bienne qu'il y ait cette association et qu'il y ait cette dynamique, en fait, ce réseau sur le terrain, mais qui se développe aussi, comme vous avez entendu tout au début, dans d'autres régions avec les personnes motivées sur le terrain. Donc actuellement, où on en est en Suisse, donc on est à la phase du projet pilote qui a commencé en 2024, et là on est dans la deuxième phase en 2025. Donc il y a actuellement des personnes qui sont sur le terrain et qui font des séjours sur les sentiers des savoirs. C'est majoritairement dans l'arc jurassien actuellement. Donc on a 23 passeurs et passeuses de savoir qui sont disponibles. Et donc on a défini une période durant laquelle ces séjours sont possibles, c'est cette année entre le 1er mai et le 31 octobre. Et voilà. Et en 2026, donc suite au projet pilote, où on a pu faire vraiment expérimenter le projet sur le terrain et faire beaucoup d'apprentissage, il va être développé aussi dans d'autres régions. Donc si jamais, n'hésitez pas à venir vers moi aussi si vous êtes motivé. Là, je pense que vous ne les voyez pas très bien, mais c'est les passeurs de savoir qu'on a actuellement par région, donc dans le canton du Jura, Jura bernois, mais on commence à avoir un bon réseau aussi dans les cantons de Vaud. Donc, quelles activités ça peut être? Comme je l'ai dit un petit peu avant, artisanat, agriculture, mais c'est très divers. Donc là, j'ai mis quelques exemples de construction de murs en pierre sèche, la boulangerie, donc avec du pain au levain, des farines anciennes, aussi souvent en circuit court, de la bannerie, le travail de la laine, tout ce qui est agroécologie, maraîchage, permaculture. Donc, voilà. Et puis ça va encore se développer aussi, cette liste-là. Donc, comment vous pouvez aussi participer à ce projet des sentiers des savoirs, si vous ne participez pas encore. Donc, vous pouvez devenir apprenant itinérant. Donc ça, on nomme ainsi les personnes qui vont apprendre, en fait, parce que justement, l'idée, c'est d'aller apprendre dans différents lieux de passage de savoir et de se déplacer d'un endroit à l'autre. Et donc là, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 22 juillet pour cette année, et puis sinon, ça continuera à partir de l'année prochaine. Je vais donner encore quelques informations un peu plus pratiques juste après. C'est aussi possible d'être passeur, passeuse de savoir, ou alors si vous connaissez des passeurs et passeuses de savoir potentiels qu'on pourrait contacter, vous pouvez aussi volontiers nous laisser leur contact à la sortie. On a mis des listes aussi où vous pouvez laisser votre adresse mail pour recevoir la newsletter, ou justement si vous êtes intéressé qu'on vous recontacte suite à la conférence. Vous pouvez aussi écrire des contacts ici. Donc, si vous voulez devenir passeur de savoir, l'idée c'est si vous avez un travail qui correspond un petit peu à ce que je vous ai dit, où on peut en parler ensemble, et puis vous êtes disponible pour accueillir des personnes plusieurs jours qui vous accompagnent vraiment au quotidien dans votre métier. Ensuite, on a aussi des sympathisantes et sympathisants. Donc ça peut être n'importe qui. C'est toute personne qui peut par exemple héberger un apprenant itinérant sur la route,
Par exemple, si le trajet est long entre deux lieux, ben, peut-être ça lui est utile de pouvoir s'arrêter en route, de pouvoir partager un repas justement sur sa route, ou vous pouvez devenir aussi membre de l'association. Donc, on est toujours aussi en charge de membres et puis de financement. Voilà. Il y a plein d'autres manières encore qu'on peut aussi imaginer, ou simplement parler du projet autour de soi. Voilà. Et en plus de ces acteurs que j'ai mis ici, il y a aussi bien sûr l'équipe organisatrice derrière, avec comme par exemple le comité de l'association, et puis maintenant c'est les groupes régionaux qui se forment gentiment comme ici à Vevey. Donc voilà, là, il y a aussi besoin de monde, et puis on est en train d'organiser gentiment tout ça. Donc encore juste quelques informations pratiques pour que vous puissiez encore mieux vous imaginer à quoi ça peut ressembler. Donc l'idée c'est vraiment que c'est un parcours individuel où il y a un maximum 3 personnes au même endroit au même moment. On dit en principe de rester minimum 3 jours à un endroit. C'est un nombre de jours qui nous paraît nécessaire un petit peu pour arriver dans l'endroit et puis au moins découvrir les bases d'une activité. Et puis donc nous, entre la Fondation Zoein, l'association, on paye 40 francs par jour par apprenant itinérant au passeur de savoir, à la personne qui reçoit. Donc ça lui permet aussi de se libérer un tout petit peu plus de temps pour transmettre. Et puis donc l'apprenant itinérant paye aussi l'hébergement et les repas. Donc là, on a une distinction aussi avec d'autres offres comme le woofing, où c'est vraiment un échange de travail contre hébergement. C'est une autre démarche, plus d'apprentissage. Ce que je n'ai pas dit encore, peut-être si pour les personnes qui aimeraient être apprenants itinérants, il y a aussi une démarche pour s'inscrire avec un formulaire d'inscription à remplir. Et puis, c'est seulement une fois que les personnes sont inscrites qu'elles reçoivent les coordonnées exactes des passeurs de sang. J'arrive bientôt au bout. Je voulais encore vous partager les prochains événements. Donc, avec les Sentiers des Savoirs, on essaie d'organiser au moins 2 événements comme celui-ci par année pour vraiment se faire rencontrer les membres du réseau et d'autres personnes intéressées. Donc là, le prochain, cette deuxième notée ici, c'est le 5 septembre dans le Jura bernois, autour de la transhumance. Et puis, avant ça, il y aura le 24 août un cours marché en autonomie. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que le marché, en fait, ça paraît simple, mais finalement, c'est peut-être pas si simple que ça. Et donc là, c'est aussi un accompagnateur en montagne qui va donner un petit peu les bases, autant pratiques que peut-être aussi des arguments plus justement sur les bienfaits et tout ça pour donner envie de marcher et donner la confiance aussi de pouvoir. Donc là, vous avez le site internet, l'adresse mail. Normalement, vous avez quasiment tous reçu aussi des mails de ma part avec cette adresse-là. N'hésitez pas à me contacter aussi suite à la conférence si vous avez des idées aussi, ou des questions. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire sur le projet. Donc, je propose qu'on prenne un petit temps pour les questions. Donc, à la fois les questions à Ernst Turcher et à la fois les questions qui concernent les Sentiers des Savoirs. On vous répondra du mieux qu'on peut. On a encore une vingtaine de minutes pour ça. Je finirai juste par quelques informations pratiques pour la suite. Voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Déjà bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Ou est-ce que tout le monde a trop chaud? Denis? Moi, j'avais une question pratique. Les enregistrements des forêts qui sont faits actuellement, est-ce qu'on peut se les procurer d'une manière ou de l'autre
ce magasin de ça, pour amener ce champ de la forêt chez les gens. Oui, c'est une très bonne idée. Bon, moi, je préfère toujours l'original à la copie. Ouais, Je suis sûr qu'il en existe beaucoup. Avec des mots-clés, vous allez sûrement tomber dessus. Il y a certainement, je ne peux pas vous donner un nom exact, mais je sais qu'il en existe. Vous avez des ambiances forestières tropicales, ambiances forestières européennes, etc. Certainement. C'est une très bonne idée, plutôt que d'imposer ça en salle d'attente, d'imposer des musiques impossibles en salle d'attente des dentistes. Il y avait d'autres questions? Jean-Marie Drault, je suis dans le domaine du fromage, alors j'ai plaisir à apprendre que vous êtes aussi un expert du fromage et du bois. Et puis dans les cahiers des charges, certains produits AOP, comme le gruyère. C'est important de déposer le fromage sur un épicéa blanc qui est bon raboté. Donc l'importance du bois dans l'affinage du fromage, je ne sais pas quelles sont vos remarques ou vos considérations par rapport à l'alliage fromage-bois. Merci pour cette très bonne remarque. J'entends très volontiers. Effectivement, on a beaucoup d'arbres de planches, de tablards, comme on les appelle, en bois, sur lesquels est déposé le fromage. Effectivement, l'épicéa brut de Syrie, non raboté. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bois a un effet stérilisant. Si vous avez du bois, vous posez quelque chose qui pourrait pourrir, qui pourrait se décomposer sur le bois, eh bien, ça ne se décompose pas de la même manière que si vous le laissiez sur une assiette en céramique ou en acier ou en plastique. On a fait des essais sur la différence entre les planchettes à découper en bois comparativement à des planchettes à découper en polypropylène, ces planchettes en matière synthétique. Et on a pu montrer que, parce qu'on s'attaquait quand les planchettes en bois, disons que ce n'était pas hygiénique, à la fin, à la longue, ça s'use, alors que les autres ne s'usent pas, etc. Eh bien, on a fait des essais de microbiologie avec un collègue microbiologiste à l'école polytechnique de Zurich. Et on a pu montrer que lorsque vous mettez des germes, c'est toute une méthodologie pour savoir comment se développent des germes pathogènes sur des matériaux, en microbiologie, c'est des standards. On applique sur une substance nutritive, etc., avec le support en question. Et là, on a pu montrer que sur le bois, il y a un effet autostérilisant. Ces substances problématiques pour la santé, qui pourraient provoquer des infections ou des maladies, sont détruites progressivement lorsqu'elles sont posées sur du bois, comparativement à d'autres matériaux. Et surtout pour les planchettes à découper, imaginez ce qui se passe. Une planchette à découper en bois, à force de l'employer, elle va devenir un peu incurvée. J'en ai une, je vois presque à travers, mais je vais l'utiliser jusqu'au bout. Mais elles sont toujours propres, elles sentent toujours bon. Elles ont cet effet autostérilisant à cause de la lignine, des composants propres au bois qui sont faites pour résister aux champignons. Là, on n'a pas besoin de résister aux champignons. S'il était très facilement attaquable à l'intérieur, il pourrait partenir des centaines d'années avec son bois comme structure. Et lorsque vous avez une planchette à découper en polypropylène, chaque fois que elle est neuve, ça va. Mais dès que vous l'employez, vous allez provoquer, avec les coupures de couteaux qui vont s'entrecroiser, vous allez provoquer des cavernes à l'intérieur dans lesquelles du jus de viande de poulet va pouvoir, par exemple, s'accumuler. Vous mettez ça dans la machine à laver la vaisselle, ces cavernes sont absolument fermées, le jus est bien protégé, et la prochaine fois que vous l'employez, vous allez couper à travers ces... Et c'est comme du pu qui sort, parce que la viande a commencé à naturellement se décomposer. Le jus de viande a toute sa microbiologie qui a évolué grâce à cette chaleur. Voilà comment ça se passe. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir du matériel très fiable en industrie fromagère. Et c'est pour ça qu'on a des bonnes raisons d'avoir des tablards en bois. Ça respire aussi différemment. Et c'est beaucoup plus agréable à tenir. Juste, si je peux vous ajouter ça, des recherches japonaises ont montré que le fait de tenir
C'est un essai ainsi. Il y avait 4 matériaux de cette dimension-là. Du marbre, du métal, de la céramique, donc marbre naturel, métal artificiel, céramique artificielle et du bois. Et en laboratoire, les gens qui se testent, ils ont des électroencéphalogrammes, des électrocardiogrammes, ils sont branchés pour savoir tout ce qui se passe en eux. Ils posent la main sur le matériel, métal, céramique, marbre ou bois, et lorsqu'ils posent la main sur le bois, il se passe totalement autre chose. On mesure l'activité cérébrale, on se rend compte que les signaux du stress s'activent lorsqu'on touche les 3 matériaux non naturels ou les 3 matériaux non bois, et lorsqu'on touche le bois, ça déstresse. Au niveau du cœur, mais c'est vraiment très très fort la différence. La variabilité cardiaque, c'est un critère, c'est pas simplement le pouls, la fréquence, mais c'est la manière dont le pouls est variable. Parce que le cœur est un organe d'essence finalement. Le cœur est comme un tentacule qui tâte un peu ce qui l'entoure. Et lorsqu'on a une bonne variabilité cardiaque, on sait ce qu'il faut faire dans certaines situations psychologiques, mais aussi physiques. Lorsque vous grimpez la montagne, il faut que le cœur accélère. Et c'est grâce à la variabilité cardiaque qu'il sait qu'il faut accélérer. Et lorsque vous posez la main sur le cœur, vous augmentez votre variabilité cardiaque, donc l'intelligence du cœur. Et lorsque c'est sur les autres, vous la freinez, le cœur devient mécanique. Et là, c'est très intéressant. Donc, continuez de travailler des tableaux en bois, ça vous fera beaucoup de bien. Merci. Alors, une question sur la viande. On a regardé le budget de la viande, vraiment, avec tous les pesticides qu'on utilise encore en Suisse. Moi, je ne sais pas acheter de la viande, je ne sais pas où acheter de la viande. Comment ça Je comprends bien votre problème, mais toutes les viandes n'ont pas la même quantité de substances problématiques. Il y a des éleveurs qui, c'est ceux à qui on s'adresse ici, c'est ceux qui ont des manières d'élever leur bétail qui respectent et qui n'empoisonnent pas, qui n'emploient pas les pesticides. Ces méthodes sont connues. C'est ce que fait l'agroforesterie plus pointue, la permaculture, l'agriculture syntropique. Tout ça, c'est simplement basé sur le processus vivant. Le biologique, mais à condition qu'il y ait suffisamment d'arbres, il n'y a pas encore le critère. Quantité d'arbres dans l'entreprise, dans la ferme, ça devrait être un critère de qualité. Parce qu'actuellement, on peut encore faire du bio, finalement, en évitant les pesticides, mais ce qu'il faudrait, c'est ajouter des composantes essentielles. Et en biodynamie, là-bas, c'est vraiment des garanties, c'est ce qui se fait, c'est à la fois plus compliqué parce que ça va chercher tous les facteurs de croissance et de santé, mais ça renonce au maximum aux pesticides. Alors c'est bien, elle existe, là je peux vous rassurer. Des questions? Oui, oui, tout au fond. Oui. J'avais une question par rapport à ce que vous avez mis en évidence sur l'importance dans l'agriculture de créer des FI, des lisières, etc. Moi, j'habite dans le canton de Vaud, je suis retrouvé à droite et à gauche de la ville. Devant moi, j'ai la monoculture de soja, de colza. J'ai pas l'impression, malheureusement, qu'il y ait une initiative de biodiversité qui a été refusée. J'ai malheureusement pas l'impression qu'on se dirige dans le bon sens. Je voulais savoir quel est votre avis. On est plus dans la fiche avec les SUV que la fiche avec la voiture de 550 kg. Mais il faut savoir que les deux existent, et puis c'est une question de choix. Et ces choix se font toujours et encore. J'ai rencontré en France des très très grands propriétaires qui sont en train de planter beaucoup d'arbres et de recréer des haies. Ils ont compris. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre que c'est très difficile lorsqu'on est seul à porter la transition de l'un à l'autre. Et là aussi, la société devrait davantage aider, le politique aussi, et encourager à ce que ce soit un peu moins difficile, parce que ceux qui sont restés dans la manière respectueuse, en concurrence avec les bas prix, toujours, c'est beaucoup plus difficile, mais sont beaucoup moins endettés aussi que ceux qui ont dû mécaniser à outrance et travailler selon ce modèle-là.
Donc il ne faut pas trop se décourager en se disant mais c'est comme ça encore, il faut se dire tout ça peut changer, peut devenir différent. Et ça peut aller très vite si quelque part il y a une prise de conscience qui a lieu. Et vous êtes aussi l'exemple de cette prise de conscience. Vous voyez les champs différemment une fois que vous savez qu'avant c'était de la forêt. Et on a encore notre place. On n'a pas besoin de tout remplacer par de la forêt, mais il faut restituer une part suffisante de sauvage pour sauver l'ensemble. Sinon, un chiffre très simple, le bilan énergétique de l'agriculture moderne, standard, comme vous dites, avec colza, maïs, etc., c'est 12 calories, mais ça dépend encore des cultures, de l'endroit, etc., mais un chiffre qui a été avancé dans les recherches, 12 calories d'énergie fossile sont nécessaires dans cette agriculture-là pour produire 1 calorie comestible. On peut tout de suite fermer ça, c'est le facteur de réchauffement climatique. Là, c'est vraiment les chiffres. Et la forêt, et dans ce sens, elle inspire l'agroforesterie, c'est la composante arbre qui fonctionne autrement, qui n'ont pas besoin de labour, qui n'ont pas besoin d'engrais, qui n'ont pas besoin de pesticides, et ils vous font du 10 mètres cubes de bois par hectare et par année, sans aucune intervention. Il faut juste récolter pour remettre un peu de lumière. Le seul travail, c'est la récolte, pas mal. Eh bien, la forêt nécessite 1 calorie, elle peut même être d'origine organique, disons d'origine fossile, pour produire 7 calories utilisables. C'est plus de la carotte, c'est du bois, mais ça se mesure de la même manière. Donc le modèle forestier est en train d'inspirer le nouveau modèle agricole, où on doit arriver à un bilan acceptable. On ne peut plus rester dans ce bilan où l'agriculture est alimentée par le pétrole, et le pétrole détruit les cycles climatiques. Je voulais juste renchérir par rapport à ça. Si vous allez simplement vous balader dans le labo, maintenant, et vous comparez il y a 5 ans et maintenant, vous verrez que beaucoup de vignerons maintenant laissent même entre les vignes. Il y en a beaucoup moins qui l'enlèvent et que les vignes sont de plus en plus vertes et de moins en moins jaunes. Donc, juste entre eux, ouais, je dirais, il y a 5 ans et maintenant, vous allez marcher en labo, vous verrez, il y a vraiment une différence. Et tout le monde apprend en bocal. Oui, Christina. Ouais, je reviens au sentier des savoirs et j'espère que tu n'as pas donné cette réponse là, mais je ne suis pas populaire. Est-ce que vous avez développé des cahiers des charges pour qu'on puisse répliquer ce magnifique projet en dehors de la France et de la Suisse pour qu'il prenne un peu son envol sans que vous ayez à tenter, parce que c'est quand même très lourd et comme tout ce qui est bénévole, c'est difficile. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place pour qu'en Espagne, au Portugal, en Italie, on se dise waouh, excellent projet, allez, je vais créer un groupe, on y va. C'est en cours. Oui, c'est une bonne remarque. Effectivement, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Donc, actuellement, le projet existe vraiment en France, en Allemagne et en Suisse. Et on est en train, ensemble, de rédiger des documents qui puissent servir aussi plus loin. Après, pour le moment, on a des personnes qui disent, voilà, au Québec, c'était les derniers, je crois, au Maroc, quelqu'un qui était là dans la salle avant me parlait du Liban. Donc il y a de l'intérêt, et puis pour le moment, nous, on est prêts. En tout cas, moi, je veux bien centraliser un peu ces informations, et puis aussi partager tout ce qu'on a déjà comme document. Et puis on est en train, effectivement, de formaliser un petit peu certaines choses pour dire, si vous voulez vous lancer dans les sentiers des savoirs, voilà ce que vous pouvez faire, par quoi commencer. Vous avez dit que la bonne viande existe, mais j'ai l'impression qu'on n'écoute pas la mauvaise viande, parce que il y a un peu dans les journaux, on disait que les sangliers, je pense que notamment en Valais, avaient beaucoup de plastique dans leur corps. Voilà, bon, on n'écoute pas les sangliers. Ah oui, bien sûr, ça c'est une problématique importante. Donc il faut se dire pourquoi tout ce plastique et prendre le problème déjà à ce niveau-là. C'est toute une question de l'approvisionnement de proximité, le moins d'emballage possible. Et juste dans cette ligne-là, je trouve assez curieux qu'on mette la charge
résoudre la pollution plastique sur les consommateurs. Est-ce que pas ceux qui emballent à outrance pour vendre mieux, qui devraient se charger d'emballer un peu moins et de produire moins de plastique qui part avec le flux alimentaire? C'est une immense question, mais il faut voir où est la cause et où est la conséquence. Bien sûr, prendre conscience qu'il y a cette pollution à ce niveau-là, notre corps entier est imprégné de ça, mais ça nous incite à réfléchir, mais pourquoi avons-nous besoin, continuons-nous d'acheter tous ces emballages? C'est vraiment une avalanche journalière, on remplit nos poubelles tous les jours, on ne se demande pas d'où ça vient et ni où ça va. Je crois qu'il y a une bonne philosophie de vie qu'on peut inculquer aux enfants, c'est demander d'où viennent les choses. Et là, on les regarde dans leur genèse. Et voilà. Donc, si c'est un problème, si on aime bien la viande, on en mange encore, sachant que ce n'est pas tout à fait sain de ce point de vue-là. Et on en mange un peu moins, de toute façon, avec un impact écologique moins grand. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bovin, la vache en particulier, est absolument incontournable pour l'écosystème agricole durable, sur la longue durée. Parce que la vache, c'est le représentant de la mégafaune. C'est comme l'éléphant pour la forêt africaine. La vache, descendant de l'aurochs, remplit la fonction de l'aurochs. Ce qu'il faut, c'est l'avoir dans les bonnes quantités, en trop, mais l'enlever, ça ne fonctionne pas. C'est lorsqu'il devient un organe, en croyant que ça allait fonctionner. La vache est un organe de la forêt, comme d'autres, comme les fourmis, comme les abeilles, etc. Et c'est pour ça qu'on arrive à produire d'une manière organique sur le long terme grâce à cet engrais. Et c'est une chose, une réalité très bien connue et autour de laquelle tourne en fait la biodynamie, c'est la reconnaissance du fumier de vache comme étant absolument essentiel. Les autres viennent ensuite, en plus, mais c'est universel. En Inde, la vache est un animal sacré. Et on n'en mange pas la viande, je ne sais pas si on les traite, mais les déjections de la vache, c'est reconnu là-bas comme étant de la médecine. Donc on ne peut pas simplement enlever une partie de ce grand organisme. Et puis la vache, il faudrait la garder la plus intégrale possible. Le fait de lui enlever les cornes, ça a aussi des conséquences. Mais c'est un autre sujet. Je propose qu'on prenne une dernière question et puis après on pourra continuer les discussions à l'apéritif. On sera là et Ernst. Moi je voulais savoir si vous aviez déjà entendu parler du bois de ballon. Et si vous avez un avis. Le bois de ballon, la forêt de ballon. On a eu un événement, une table ronde, il y a 2-3 semaines. Autour de ça, c'est un très grand sujet, c'est toujours le même sujet. Est-ce qu'on veut encore plus piller des ressources pour continuer dans le même modèle? Est-ce qu'on a besoin d'encore plus de béton pour donner de la place à ces voitures qui ont 4 fois le temps nécessaire? Ou est-ce qu'on réfléchit à réduire l'impact énergétique et écologique au maximum, sachant qu'il y a des solutions? À la place du béton, on peut employer de la terre compactée, modèle lausannois, TerraBlock, et toute la partie intérieure, toute la structure du bâtiment peut se faire avec cette matière-là, qui est en fait obtenue du volume d'excavation, et ça consomme incomparablement moins d'énergie. Et dans la composition, c'est extrêmement solide, ça c'est avéré, et c'est trop peu connu. On croit toujours à ce monde qui se montre, c'est le monde de la publicité, qui a de l'argent pour se montrer, faire croire qu'il est le seul, mais il y a le monde de la transition qui attend, c'est la terre compacte par exemple. Et là, une fois qu'on aura compris ça, on a déjà l'argument, mais cette forêt, vous la laissez tranquille, vous n'allez pas encore lui prendre sa gravière qui est en dessous, et par ça, vous allez complètement perturber toute l'hydrologie de la moitié du canton sur la côte,
parce que là, vous avez fait un trou et ça se dessèche, ça vous assèche toute la nappe phréatique qui est alimentée par le Jura. C'est pas comme ça qu'on va faire une transition. Donc, oui, la nouvelle balance, c'est un sujet très important. Il y a encore une autre question similaire, je crois. Oui, j'aurais une question. Selon vous, quelle serait la forêt idéale de demain? Avec quelles mesures permettrait de parvenir ou en tout cas de s'en approcher? La forêt idéale de demain, elle a déjà sa législation. La loi forestière suisse est peut-être la meilleure au monde. Elle stipule 4 choses. Il n'y a pas de coupe rase, il n'y a pas de pesticides dans les forêts parce que les forêts fournissent aussi l'eau potable. Il y a de la régénération naturelle. L'accès à la forêt est garanti à tous, est accordé à tous, indépendamment de la propriété forestière, si c'est privé ou public. Voilà les 4 ou 5 éléments pour cette forêt, visant à avoir la forêt la plus écologique possible. Et aujourd'hui, il y a aussi, même pour la forêt suisse, qui a les bases de départ idéales qui ont été finalement identifiées par les chercheurs, par les sylviculteurs qui enseignaient la sylviculture à l'école polytechnique de Zurich, je sors de ces milieux-là. Et bien aujourd'hui, arrive dans la gestion forestière des machines surdimensionnées, beaucoup trop lourdes, beaucoup trop grosses, qui prennent énormément de place pour travailler, parce qu'on renonce à la tronçonneuse et on n'a maintenant plus qu'une machine qui traverse les forêts tous les 20 mètres. Et cet impact de machine provoque des ouvertures trop grandes, on y va trop fort et on compacte les sols. Et c'est ça une grande discussion. Encore autour de l'économie, parce qu'on veut avoir des bois aussi bon marché que ceux qui sont importés, dont on ne demande pas qu'il y ait la foresterie derrière. C'est des bois de Roumanie avec des forêts dévastées derrière, de Sibérie, de Scandinavie. Et nous, on aimerait garder nos forêts, mais comment produire le bois avec des prix concurrentiels? La solution, ce serait d'être prêt à payer plus pour des bois respectés, produits dans le respect des sols forestiers en particulier. Donc, c'est comme ce qu'on vient d'entendre pour la conférence sur les océans. François Sarano, il y a 2 jours, parlait des océans, des droits de la nature. Il faut que le non-humain ait aussi la parole, parce que nous faisons partie du tout. Et la manière dont organiser la pêche en océan, avec les chalutiers qui vous raclent des fonds des continents océaniques et qui vous détruisent toute la faune en prenant juste quelques éléments, en surnombre même. On ne peut pas continuer comme ça, on est en train de dépecer l'océan, toute la vie océanique avec ces méthodes-là, parce que c'est des trop grosses machines aussi. La question est la même pour la forêt. Merci Ernst encore une fois pour toutes ces informations.